Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire organisé dans le cadre du CIP Moselle, le centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises de Moselle. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire aux côtés d'Anne Ferme, qui représente l'Ordre régional des experts comptables du Grand Est, partenaire de notre CIP, à qui je passerai la parole dans quelques secondes pour qu'elle se présente. Pour ma part, je suis Muriel Cara, animatrice du CIP Moselle et responsable du service aide et financement à la CCI de la Moselle. Quelques petites recommandations avant de démarrer notre réunion afin d'en assurer un bon déroulement. Tout d'abord, nous vous demandons de maintenir fermés vos micros et vos caméras durant toute la réunion. Nous vous invitons également à poser vos questions via le chat qui se présente sur votre menu et nous traiterons toutes les questions en fin de présentation. Je vous précise enfin que cette vidéoconférence est enregistrée et qu'elle sera ainsi disponible et qu'il sera ainsi possible de la retrouver très prochainement sur notre site internet rubrique Web TV et sur YouTube. Voilà, je passe donc à présent la parole à notre intervenante. Anne, c'est à vous. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien. Ça ne va pas trop résonner. Alors, attendez, on va juste couper. Oui, voilà. Bonjour, je me présente, donc je m'appelle Anne Farne, je suis expert comptable. C'est à moi que revient en fait le privilège de vous faire cette petite présentation qu'on a intitulée de la résistance à la résilience pour essayer de se projeter un petit peu sur l'avenir et en tout cas pour essayer de mettre en perspective un petit peu tout ce panorama en fait de mesures que vous avez vu depuis, que vous connaissez sans doute depuis plusieurs mois. Et donc, l'idée de ce petit webinaire, c'est de vous faire un panorama des différentes mesures, mais surtout de vous mettre en perspective par rapport à ce qui existe à l'heure actuelle. Alors, j'ai juste un petit souci, voilà, pour vous afficher le titre, mais ça y est, normalement, vous l'avez à l'écran. Donc, c'est de la résistance à la résilience, panorama des mesures et opportunités. Alors, pour commencer, pourquoi parler de résilience quand on évoque des sujets économiques? C'est vrai que habituellement, c'est plutôt un concept qu'on utilise en psychologie. Ça faisait partie des travaux d'un psychiatre, Boris Cyrulnik. Et puis derrière, c'était souvent la capacité qu'on avait à se remettre d'un choc, d'un événement traumatique. Alors, l'économie, forcément, ça trouve tout son sens actuellement parce que derrière, on a tous vécu un gros choc. Et donc, derrière, il va falloir surtout essayer de se remettre de ce choc. Et finalement, ça m'a semblé un petit peu logique de commencer avec ce terme de résilience, puisque à l'origine, le terme résilience désignait le fait qu'un matériau retrouve sa forme initiale après un choc. Donc, c'était un peu une notion de robustesse. Donc maintenant, finalement, parler de résilience en matière économique, ça revient surtout à s'interroger sur les mesures qui peuvent permettre aux entreprises de retrouver leur forme initiale et pourquoi pas une forme encore plus robuste. Et c'est en ce sens que le terme résilience a paru en tout cas très approprié pour vous faire cette petite présentation. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par notre petit panorama donc, de mesures. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous les détailler toutes, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de vous citer un petit peu ces différentes mesures et surtout les mettre en perspective pour que peut-être ça vous donne des pistes pour essayer de retrouver cette robustesse que vous allez être amené à rétablir, on va dire, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Alors, bien entendu, le premier dispositif, on ne peut pas passer à côté, c'est le fonds de solidarité. Je pense que vous en avez entendu parler déjà pas mal parce qu'il existe depuis le début de cette crise, c'est-à-dire dès mars l'année dernière, à la même époque. C'était un fonds vraiment d'urgence, comme son nom l'indique. Et donc, il était constitué pour soutenir les entreprises qui étaient le plus impactées par cette crise. Et donc, ensuite, son principe, c'est qu'il a énormément évolué. Et donc, on l'a adapté ensuite aux différents impacts qu'on a eus, donc que ce soit le couvre-feu, que ce soit la fermeture des centres commerciaux. Bref, ce fonds a évolué sans cesse et il a été d'ailleurs souvent mis en perspective avec les autres aides que pouvait percevoir l'entreprise. Alors, on a eu une nouvelle annonce. On est toujours en attente pour l'instant du décret. Mais effectivement, ce fonds de solidarité va être complété
dans quelques temps par la prise en charge des coûts fixes pour un certain nombre de secteurs d'activité qui sont très, très impactés par cette crise et qui ont notamment, qui doivent faire face à des fermetures longues. Et donc, on aura cette prise en charge en plus du fonds de solidarité. Donc, le décret est en attente, mais en tout cas, ça permettra encore de passer peut-être les quelques mois qui restent avant la réouverture, en tout cas, de nos centres d'hôtellerie, de restauration ou de tourisme. Alors, je vous ai reproduit juste après les dispositifs tels qu'ils existent pour le mois de février. Je vais bien entendu pas rentrer dans les détails parce que vous l'aurez dans le support, mais effectivement, vous voyez ici que ce dispositif s'est énormément adapté puisque on a maintenant plus de 6 cas possibles avec des critères d'attribution et les règles de calcul qui ont été modifiées à chaque fois avec justement cette adaptation en fonction du secteur et en fonction du chiffre d'affaires que l'entreprise a perdu. Alors, ce dispositif, c'était bien entendu un dispositif d'urgence. Donc, derrière, on en a eu tout un tas d'autres des mesures d'urgence. Et notamment, l'objectif, c'était toujours de préserver la trésorerie. Donc, c'est là qu'on a vu plusieurs dispositifs arriver. Le dernier était notamment contenu dans la loi de finances, la dernière loi de finances. C'était ce fameux crédit d'impôt bailleur pour favoriser finalement l'abandon de loyers au profit du locataire qui était impacté par la crise et notamment par les fermetures. Mais on a eu d'autres mesures d'urgence qui ont complété ce dispositif un petit peu plus connu. On a eu des suspensions des poursuites et intérêts pour les loyers en retard. On a eu des remboursements anticipés des crédits d'impôt sans avoir à déposer, à attendre en tout cas le dépôt des liasses fiscales. Et d'ailleurs, sur la campagne qui nous occupe actuellement, puisque nous sommes actuellement en train de clôturer les bilans du 31 décembre, sachez que si vous avez des crédits d'impôt, vous pouvez tout de suite déposer la demande de restitution, même si votre bilan n'est pas terminé. Et vous pouvez bien entendu tout de suite moduler les acomptes d'IS que vous avez notamment à payer au 15 mars, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc, l'administration fiscale a été très, très réactive et notamment sur les remboursements de crédits d'impôt, elle a reçu l'instruction de pouvoir les traiter au fil de l'eau, même sans attendre le dépôt des liasses fiscales. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut penser pour préserver sa trésorerie. Si vous avez des crédits d'impôt, vous pouvez en faire la demande immédiatement. Et vous pouvez aussi en profiter pour négocier des délais de paiement avec l'administration sans que cela impacte notamment les attestations de régularité et de vigilance nécessaires, par exemple, pour les appels d'offres. Donc, toutes ces mesures d'urgence avaient comme objectif de préserver la trésorerie de l'entreprise et puis d'essayer de favoriser des règlements amiables plutôt que de se lancer dans des réclamations par voie forcée. On a eu également des mesures qui ont été édictées pour préserver les fonds propres. Alors, pourquoi préserver ces fonds propres? Parce que c'est un des critères qui permet de lever du financement, notamment, et de restructurer l'entreprise. Et donc, régulièrement, on a eu plusieurs pistes qui ont été évoquées. Certaines ont été suivies, d'autres pas. Mais en tout cas, celles que je vous présente là, c'est des pistes qui ont été validées et donc que vous allez peut-être pouvoir examiner là dans les prochains mois pour pouvoir justement présenter vos bilans pour tenir compte de cet impact de la crise sanitaire. Donc la première mesure qui allait dans ce sens-là, c'était la révision des plans d'amortissement des immobilisations. Donc vous avez peut-être été impacté par la crise et eu une sous-activité. Peut-être que vos immobilisations, votre matériel, vos lignes de production n'ont pas été utilisées avec la même importance ou en tout cas que les autres années. Vous avez la possibilité de revoir votre plan d'amortissement. Alors, une entreprise peut toujours revoir son plan d'amortissement, mais là, cette révision, elle est vraiment à faire en lien avec cette crise Covid-19. Et donc, d'habitude, quand on ne pratique pas un amortissement, on perd sa déductibilité. Et là, l'administration autorise désormais de revoir son plan d'amortissement, de différer du coup, de constater cette charge d'amortissement pour tenir compte de la sous-activité liée à la crise Covid-19.
avec donc cette possibilité finalement de ne pas constater une charge qui impacterait le résultat donc, de l'année et derrière générerait un impact sur vos fonds propres. Il y a également la possibilité d'étaler certaines plus-values et de réévaluer certains actifs. Donc, on a le cas, vous en avez peut-être entendu parler, de la plus-value en cas de cession d'une construction refinancée par Crédit Bail. Donc là, c'est un petit peu technique, mais ça permet de le faire. Donc, si vous avez une construction à l'actif, vous pouvez peut-être vous poser cette question de la faire refinancer par un Crédit Bail. Eh bien, la plus-value qui viendrait ne serait pas taxée immédiatement. On aurait un système d'étalement. Et le troisième élément, aussi toujours en lien avec cette amélioration, on va dire, des fonds propres, c'est faire ce qu'on appelle une réévaluation libre. Alors, ça existe depuis toujours, mais désormais, en lien avec, encore une fois, cette crise Covid-19, elle est facilitée puisque le gros problème de cette réévaluation libre, c'était la plus-value et l'imposition de la plus-value qu'elle générait. Et bien là, on a un système d'étalement puisque vous avez la possibilité d'étaler sur 15 ans une plus-value sur de l'immobilier, 5 ans pour les autres immobilisations, voire un sursis total pour les biens non amortissables. Donc tout ça, ça peut être l'occasion de s'intéresser à son actif, de le réévaluer pour pouvoir justement renforcer ses fonds propres et donner une image plus économique de sa société. Et donc, du coup, c'est des pistes peut-être à regarder, en tout cas là, maintenant, quand vous allez arrêter votre bilan ou en tout cas dans les prochains mois. Autre mesure aussi qui a été mise un petit peu pour restructurer son patrimoine, bien entendu, je pense que vous en avez tous entendu parler. Si vous avez fait appel à un PGE, vous avez 1 an de différé complémentaire sur simple demande. Donc, c'était une déclaration de notre ministre Bruno Le Maire qui a donc négocié avec les banques cette possibilité d'avoir 1 an de différé complémentaire pour avoir le temps justement de faire un petit peu ce que je vous proposais, à savoir de restructurer son patrimoine, avoir 1 an de répit pour pouvoir repenser à son projet, ça peut aussi aider. Ensuite, on a eu toutes les aides sociales. Donc, je vous les reproduis juste là, mais effectivement, des aides au paiement pour toutes les entreprises qui étaient fermées administrativement ou qui subissaient le confinement. On a eu des reports d'échéance, on a eu des aides pour la prise en charge des congés payés. Et puis, on a eu aussi des aides pour les secteurs les plus touchés avec des étalements de dettes sans pénalité ni majoration. Donc là, c'était vraiment tout le panel des aides. Je ne vais pas revenir dessus parce il faudrait plus qu'une petite demi-heure pour vous présenter tout ça, mais en tout cas, il y a eu toutes ces aides sociales et il y aura encore d'ailleurs, puisque c'est des dispositifs qui vont être maintenus jusqu'à la réouverture complète de certains magasins ou de certains secteurs d'activité. Et bien entendu, la plus connue, en tout cas, c'est la 3e mesure d'urgence qui avait été prise, c'était l'activité partielle. Donc là encore, c'est des règles qui ont évolué, qui étaient d'ailleurs normalement, qui allaient évoluer dans les prochains mois. Ça a été reporté. Et donc là, ce que je vous présente sur ma présentation, c'est ce qui existe donc jusqu'à à jour du dernier décret. Et donc, vous avez le maintien des dérogations jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, on a, sur ce petit tableau, une évolution dans le temps qui est prévue. Donc là, vous avez l'activité partielle de droit commun, l'activité partielle des secteurs protégés et les entreprises fermées ou situées dans certaines zones, notamment dans les stations de ski. Et vous avez une évolution graduelle dans le temps de cette indemnité. Donc, ce petit slide vous présente l'indemnité qui est versée aux salariés. Et le suivant que je vais vous présenter juste après, c'est celui de l'indemnité qui est versée à l'employeur pour indemniser son salarié. Et donc, vous voyez qu'il y a une dégressivité qui est prévue. Donc, elle est selon le secteur, si vous êtes de droit commun ou si vous êtes en secteur protégé. Donc, c'est les fameuses listes qui existent aussi pour le Fonds de solidarité. Et vous avez une 3e partie pour les zones qui ont été classifiées comme particulières, donc par exemple les stations de ski, comme je vous disais. Et donc, vous avez des règles qui vont évoluer au cours des prochains mois. Mais en tout cas, c'est déjà prévu, en tout cas, pour donner une certaine lisibilité aux entreprises. Et donc, sur le slide juste après, donc vous les aurez bien entendu dans la présentation.
Et ben vous avez la même chose, mais côté employeur. Donc la première, c'est ce qu'on verse aux salariés. La deuxième, c'est ce que l'État verse à l'employeur pour l'indemniser. Et donc vous voyez aussi les dates qui ont été notamment retenues. L'activité partielle, en tout cas de droit commun, restera exactement la même encore janvier, février, mars. Et la baisse n'interviendra du coup qu'en avril, alors que je vous rappelle qu'elle devait baisser normalement dès janvier. Donc là, vous avez cette petite présentation que vous aurez dans le slide si vous avez besoin de regarder un petit peu votre situation. Donc cette aide, c'est bien entendu l'activité partielle de droit commun ou l'activité partielle adaptée pour certains secteurs. Ce n'est pas le nouveau dispositif que je vais vous présenter juste après pour cette fois-ci l'allocation d'activité partielle longue durée. Alors, on a des mesures d'urgence, mais on a aussi des mesures de prévention. Et donc, ces mesures de prévention, il me semble quand même utile de vous parler un petit peu de toutes ces procédures qui existent et qui sont aussi là pour, un moment, quand on réfléchit à son futur, regarder aussi si à un moment on n'a pas besoin d'aide. Donc, les mesures de prévention, c'est des mesures qui existent même sans la crise Covid-19. Par contre, ça retrouve tout son sens de vous les présenter maintenant parce que derrière, quand on est face à une crise telle qu'on l'a vécue, ça peut être bien un moment de se dire, est-ce que je n'aurais pas besoin à un moment d'avoir de l'aide pour pouvoir m'en sortir plus facilement. Et notamment, il y a tout ce dispositif de prévention amiable qui complète les procédures de prévention judiciaire que vous avez peut-être plus l'habitude d'entendre. En tout cas, ces procédures de prévention amiable, il ne faut pas hésiter à un moment se poser la question si on doit les activer ou pas, notamment quand on commence à être un petit peu en fragilité. Donc là, première chose à bien retenir, c'est que ces deux procédures, il ne faut pas être en état de cessation de paiement. Hein. Donc, ça concerne vraiment les entreprises qui traversent une difficulté, mais qui ne sont pas en état de cessation de paiement. Donc, il y en a deux, les plus connus, les plus usités, on va dire. Donc, on a le mandat ad hoc. Donc là, encore une fois, le but, c'est d'avoir de l'aide pour pouvoir négocier avec les principaux créanciers sans être dans une procédure judiciaire. Donc là, on ne doit pas être, encore une fois, en état de cessation de paiement, mais surtout, on va chercher l'aide d'un administrateur, d'un mandataire. C'est généralement un administrateur judiciaire qui a une expérience dans la négociation et qui va aider le chef d'entreprise à trouver un accord avec ses principaux créanciers. Donc, encore une fois, il faudra signer un accord. Donc, derrière, ça n'engagera que les créanciers qui auront signé l'accord, mais ça peut être très utile quand on est en phase de crise d'avoir l'aide d'un mandataire adepte. C'est un petit peu ce même principe que l'on a eu pour le médiateur du crédit. Donc, sachez que ça existe et c'est bien le tribunal, le président du tribunal qui va vous aider dans cette nomination et en tout cas, c'est une procédure qui peut aider à débloquer une situation. Ensuite, vous avez la procédure de conciliation, donc c'est une deuxième procédure, ce n'est pas la même. Donc là encore, c'est le même but, c'est de trouver un accord avec des partenaires pour trouver un accord amiable, encore une fois. Donc la mise en œuvre est confidentielle. Encore une fois, il ne faut pas être en état de cessation de paiement. Et derrière, on va pouvoir aller jusqu'à un accord de conciliation qui pourra être homologué par le président du tribunal et qui lui donnera force exécutoire. Et tout ça, bien entendu, sera confidentiel et seuls les signataires y seront tenus. Donc, ces deux procédures qui existent, qu'il ne faut pas hésiter à activer si à un moment vous vous sentez dans une situation d'isolement et si vous avez besoin d'aide pour pouvoir négocier avec vos principaux créanciers. Donc, ça, c'est des procédures amiables. Et on a également une procédure qui, elle, est plus judiciaire, puisque là, forcément, on aura une publication et donc elle deviendra publique. Par contre, cette procédure de sauvegarde, qui a été d'ailleurs encore mise en avant pendant le début de la crise Covid, là aussi, il ne faut pas être en état de cessation de paiement, encore une fois. Et derrière, elle a un gros avantage puisqu'elle permet généralement de restructurer les dettes, généralement sur 10 ans. Et ça permet souvent à l'entreprise de se réorganiser pour repartir du bon pied. Alors l'inconvénient, et c'est pour ça qu'elle est
des fois, elle fait peur, cette procédure, c'est que la société est fichée comme étant en procédure de sauvegarde, donc elle a une étiquette, et des fois, c'est mal perçu par les clients et les fournisseurs, alors que la société n'est pas en état de cessation de paiement. Donc, c'est vrai que souvent, le principal frein à cette procédure, c'est le fait d'être reconnu avec une étiquette société en procédure de sauvegarde, et du coup, ça peut compliquer un petit peu les relations avec ses fournisseurs ou avec ses clients ou encore avec les banques. Donc, c'est son inconvénient, hein, c'est pour ça que je vous ai mis l'avantage et les inconvénients. Il faut toujours peser le pour et le contre, mais en tout cas, il y a des entreprises qui arrivent dans des situations de difficulté qui vont justifier cette sauvegarde, parce que si on agit tôt, on a beaucoup plus de chances de ne pas aller vers un plan de redressement. Et c'est pour ça que c'est très, très important, cette procédure de sauvegarde. À un moment, quand on a des difficultés telles qu'on a une probabilité à un moment d'être en état de cessation de paiement, ça peut être peut-être, plus on agira tôt, plus on arrivera à trouver un plan de redressement pour restructurer ses dettes. Donc ça, c'était les mesures de prévention, hein. Donc, il n'y a rien de nouveau, mais elles ont été réaffirmées par cette crise du Covid-19, et c'est pour ça que ça m'a semblé intéressant quand même de vous en dire 2 mots. Donc derrière, maintenant, il va falloir se relancer et transformer l'entreprise. Et pour ce faire, on a quelques leviers qui nous sont également donnés par l'arsenal, on va dire, législatif, et notamment l'activité partielle de longue durée. Donc, vous avez sans doute entendu parler, parce qu'il y a eu une grosse campagne de communication sur ce dispositif. L'activité partielle de longue durée, elle mérite qu'on s'y intéresse parce qu'elle a l'immense avantage de nous mettre dans de la prospective. À un moment, il va falloir qu'on sorte de cette crise et qu'on essaye de rebâtir, relancer son activité. Et pour ce faire, l'activité partielle de longue durée peut être un point d'étape, puisque, encore une fois, le but, c'est de garder dans l'emploi les salariés et le savoir-faire, ce qui n'est pas possible quand on fait face à un plan de licenciement. Et derrière, c'est surtout de pouvoir avoir la masse salariale et les salariés dont on a besoin au moment où ça repart. Donc, cette activité partielle de longue durée a été créée pour permettre cette adaptabilité, donc cette possibilité à un moment de relancer, de garder le savoir-faire et de relancer son activité quand les carnets de commandes recommenceront en tout cas à être pleins. Alors, toutes les entreprises sont éligibles, hein, et tous les salariés qui sont en CDI peuvent également avoir, tous ceux qui ont un contrat de travail, même pas obligé d'avoir un CDI, on peut avoir un contrat de travail, sont concernés également par ce dispositif. Alors, quand faut-il le mettre en place? Déjà, quand on constate une baisse d'activité qui commence à durer et qui ne compromet pas la pérennité de l'entreprise. Donc là, c'est le premier critère qui peut pousser à mettre en place l'activité partielle de longue durée. La condition de pérennité, il va falloir bien entendu l'apprécier au cas par cas. Mais on considère qu'une baisse d'activité est durable si elle est au moins de 6 mois. Donc, dès que vous êtes dans ce type de problématique, vous pouvez faire appel à l'activité partielle de longue durée. La période de demande, elle est longue, hein, puisqu'elle va nous emmener jusqu'au 30 juin 2022. Donc, ça commence, l'activité partielle de longue durée a commencé le 30 juillet et elle pourra durer jusqu'au 30 juin 2022. Il y aura une période d'indemnisation qui va avoir lieu au moment où vous le mettrez en place, et vous aurez au maximum ce dispositif à l'expiration de la période de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois. Donc vous voyez, on a quand même un dispositif qui pourra être pérenne sur une durée assez longue pour pouvoir adapter l'entreprise et en tout cas se restructurer. Donc il faudra un accord d'entreprise ou une décision unilatérale. Et bien entendu, il faudra des indicateurs chiffrés avec les difficultés qu'on peut avoir, les pertes de chiffre d'affaires, l'état de trésorerie. Et c'est cette analyse de ces indicateurs qui permettra de voir si vous êtes en tout cas éligible à ce dispositif et si vous avez un intérêt à le mettre en place. Bon, l'avantage de l'APLD, c'est que vous aurez un régime unique
d'indemnisation, donc que vous voyez représenté ici. Hein, donc c'est une allocation pour le salarié de 70% et une allocation versée à l'employeur de 60%. Donc ce qui permet d'être stable sur toute la durée de la PLD, alors que vous l'avez vu sur les slides que je vous ai présentés un petit peu avant, l'activité partielle est dégressive, en tout cas de droit commun, et dégressive donc très prochainement. Alors, soyons positifs et allons vers le plan de relance avec notamment son volet financement. Vous avez dû entendre parler, en tout cas, de tous ces plans qui sont donc arrivés, donc des plans sectoriels, mais aussi des plans pour favoriser certains investissements, notamment tout ce qui tourne autour du plan climat. Mais vous avez eu aussi des plans spécifiques qui ont été faits pour l'export, pour l'industrie, pour certaines industries et également pour les entreprises stratégiques en rebond. Donc, tous ces différents plans de relance, forcément, vont durer un certain temps, hein, parce que qui dit plan de relance, vous vous doutez bien que ça ne va pas être immédiat. Et donc, vous avez plusieurs dispositifs qui ont été créés pour soutenir ces plans de relance. Alors, le premier, celui-là, il existe depuis longtemps. Hein. Je vais quand même vous en dire encore un petit mot. Hein. C'est ce fameux PGE. Je pense que vous l'avez peut-être activé dès le début de cette crise. Mais ce PGE, effectivement, durera jusqu'au 30 juin 2021. Donc, actuellement, il est encore possible d'aller négocier un PGE, notamment pour pouvoir faire face ou préparer sa reprise. Et donc, ce PGE est possible, en tout cas le dispositif est créé jusqu'au 30 juin 2021. Donc, il reste encore quelques mois pour s'inscrire encore dans ce dispositif. Donc, je vous rappelle que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on avait un différé d'amortissement du prêt donc de 1 an, qu'il est donc possible de renouveler pour 1 an supplémentaire. Mais quoi qu'il en soit, la période d'amortissement additionnelle sera comprise dans le délai de 5 ans. Hein. Donc, ça veut dire que si demain, vous voulez avoir 2 ans de différé, il faudra rembourser le PGE si vous le transformez sur l'année restante, voire sinon sur le reste. Donc, voilà, le reste, je pense que vous connaissez déjà bien. Sachez que ce dispositif a également évolué puisqu'on a eu des PGE saison qui ont été créés aussi pour certains secteurs liés au tourisme, l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, le sport, la loisir et la culture. Et donc là encore, on a eu des adaptations sans arrêt de ce dispositif. Alors celui-là, vous le connaissez sans doute, mais on en a d'autres qui existent. Et notamment des prêts qui ont été mis en place cette fois-ci avec l'objectif de relancer l'activité. Donc, vous avez entendu peut-être parler des prêts bonifiés et des avances remboursables. Donc, l'avance remboursable, c'est une aide qui prend la forme d'une avance alors c'est d'une avance remboursable ou d'un prêt à taux bonifié. La durée, c'est 10 ans avec un différé maximum de 3 ans. On a le prêt bonifié également. Donc là, c'est un prêt avec un taux bonifié si encore une fois le montant est inférieur ou égal à 800 000 € ou un prêt à taux bonifié si le montant est supérieur. Et là, on est sur une durée de 6 ans avec un différé maximum de 1 an. Et donc, qui sont éligibles à ces dispositifs? C'est les TPE, PME et ETI dits stratégiques qui n'ont pas obtenu de PGE suffisant, c'est-à-dire qu'après avoir utilisé le PGE, elles constatent qu'elles ont encore besoin de financer leur exploitation et qui ont de véritables perspectives de redressement. Donc, c'est là où en fait, le bilan doit être fait pour pouvoir mesurer les perspectives réelles de redressement, parce que ces deux dispositifs sont vraiment là pour favoriser la relance de l'activité. Donc, ça veut dire que si vous les sollicitez, il va falloir prouver que vous êtes dans une perspective de développement, enfin pas de développement, mais en tout cas de redressement de votre exploitation et que vos difficultés financières sont tout à fait surmontables pour pouvoir relancer votre activité. Donc, les plafonds sont les mêmes que ceux qui ont été fixés au titre du PGE, c'est-à-dire que PGE plus ces nouveaux dispositifs
ça ne devra pas dépasser 25% du chiffre d'affaires de votre entreprise. Et le correspondant à contacter si vous êtes à un moment susceptible de mettre en place ce type de financement, c'est le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises, le CODEFI, qui est votre interlocuteur à un moment pour examiner si vous êtes éligible à ce dispositif. Nous avons également d'autres dispositifs qui sont également dans le ressort du CODEFI. C'est le prêt participatif de l'État. Donc là, c'est pour des investissements ou pour financer le BFR jusqu'à 100 000 euros et avec, donc cette fois-ci, 7 ans avec un différé d'amortissement maximum de 12 mois, avec un taux qui est fixe, c'est 3,5%. Et ce dispositif est ouvert aux TPE, aux petites entreprises, donc moins de 50 salariés, hors SCI, qui cette fois-ci n'ont pas obtenu, encore une fois, de PGE suffisant et qui ont, encore une fois, de réelles chances de redressement sans être en procédure collective. Donc, c'est le même public qui est visé, mais cette fois-ci pour les petites sociétés. Et ce prêt participatif de l'État est également géré par le CODEFI. Et enfin, vous avez le dernier dispositif qui s'appelle le FDES, le Fonds de développement économique et social. Et là, on est cette fois-ci sur des entreprises en difficulté de plus de 250 salariés. C'est également un dispositif qui existe et qui est géré par le CODEFI. Donc, à voir si à un moment vous êtes susceptible d'être dans ce cas. Derrière, on a également des dispositifs qui cette fois-ci sont géré par BPI, donc par la Banque publique d'investissement. Donc là, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le fameux prêt Atout, qui est un crédit sans garantie sur les actifs et sans caution du dirigeant, d'un montant de 50 000 euros à 5 millions d'euros donc pour les PME et jusqu'à 30 millions d'euros pour les ETI. Donc, vous voyez, le champ est très large. Et là, on est sur des durées de 3 à 5 ans, avec un différé d'1 an maximum. Et le taux sera fixe ou variable, donc à négocier au moment où vous le mettez en place. Donc là encore, c'est pour les TPE, PME et les ETI qui ont au moins 12 mois d'activité et qui sont tout secteur, donc peu importe votre secteur d'activité, à l'exception de ceux que je vous ai présentés là, notamment tout ce qui a trait à l'immobilier. Et nous avons également, donc ça c'est le prêt Atout. À côté, on a un deuxième prêt qui s'appelle le prêt Rebond. Mais là, malheureusement, en Grand Est, on n'est pas éligible, puisqu'en fait, ce prêt n'a été mis en place que dans certaines régions. Et nous, en tout cas, en Grand Est, nous n'avons pas eu ce dispositif d'instituer. Donc, mais je vous l'ai quand même reproduit au cas où vous auriez votre activité hors Grand Est. Donc, à se renseigner encore une fois auprès de BPI. Et donc, c'est entre 30 et 100 000 euros selon la région qui a cofinancé. Et c'était une durée de 7 ans avec un différé de 12 mois. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de dispositifs financiers qui existent aussi en plus de ces dispositifs. N'hésitez pas à contacter BPI quand vous avez un projet de financement pour pouvoir justement voir si un dispositif pourrait s'appliquer à votre cas. En tout cas, ces différents prêts existent pour tout secteur d'activité et on en a d'autres spécifiques pour certains secteurs. Donc, c'est pour ça que vous verrez, il y a des programmes de soutien pour l'aéronautique, l'automobile, la santé. Bref, n'hésitez pas à contacter BPI si vous avez à un moment des besoins de financement pour pouvoir examiner les meilleurs dispositifs qui pourraient s'appliquer au cas de votre entreprise. Alors, je vous ai également mis sur le support ce qu'on appelle pour les aides en faveur des investissements et transformations vers l'industrie du futur. Donc là, c'est vraiment plus particulier, mais comme ça vous permet d'avoir quand même vraiment le panel de tous ces dispositifs qui viennent d'être institués avec des décrets d'ailleurs qui sont récents. Et vous avez notamment le lien vers le site qui permettra si à un moment vous êtes dans ce cadre-là, pouvoir avoir tous les renseignements nécessaires sur ces dispositifs. Alors, on a eu d'autres mesures. Mon temps est bientôt à partie, mais je vais quand même terminer par de bonnes nouvelles, puisque vous l'avez peut-être entendu parler, nous avons une véritable volonté d'avoir une baisse des impôts dits de production. Donc, l'impôt de production par excellence, c'est ce qu'on appelle la CFE, la contribution foncière des entreprises, et la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée.
Et, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 2021, nous avons une réduction de la moitié de la CVAE par la suppression de la part de la région. Donc, c'est un impôt qui était donc réparti entre une part communale, une part départementale et une part régionale. La suppression de la part région va diminuer de moitié la CVAE à partir de 2021. Donc ça, c'était une bonne nouvelle parce que les impôts de production sont quand même assez lourds, notamment dans les secteurs industriels. Et donc, on avait cette nouvelle qui a été instituée donc, par la dernière loi de finances. Et on a eu également une diminution du taux de plafonnement, donc qui finalement permet également de libérer de la valeur ajoutée, puisque jusqu'à maintenant, on plafonnait à 3%, désormais, on plafonnera à 2%. Ça veut dire que ces impôts, cette fameuse CET, ne pourra pas dépasser 2% de la valeur ajoutée de l'entreprise contre 3 auparavant. Donc ça aussi, ça va dans le sens de la baisse des impôts de production. Et enfin, on a également des réductions spécifiques pour les établissements industriels avec une diminution là aussi de taux diminué par moitié, des taux qui étaient appliqués pour faire cette fois-ci ce qu'on appelle la CFE, la contribution foncière des entreprises. Et désormais, les taux qui sont appliqués pour la base de cette imposition est diminué de moitié. Donc, ces trois dispositifs vont se combiner à partir de 2021 pour essayer d'alléger les impôts de production. Et donc, tous les secteurs d'activité vont être concernés, en tout cas pour la CVAE, dès que vous payez la CVAE. Et les industries vont être concernées également par cette baisse de la CFE. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles, donc sur encore une fois la volonté de relancer l'activité et donc d'alléger l'imposition, en tout cas qui frappe de plein fouet cette activité, notamment la valeur ajoutée. Voilà, je pense que c'était mon dernier slide. Donc, j'ai essayé d'être un peu rapide parce que c'est vrai que l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner de l'information. En tout cas, en conclusion, ces dispositifs vont sans doute encore évoluer. Donc, il faut rester bien entendu en veille, en permanence, comme ça l'a été depuis le début de cette crise. L'Ordre des experts comptables, bien entendu, est là aussi pour vous donner des informations si vous avez besoin à un moment aussi d'informations plus techniques. N'hésitez pas. En tout cas, merci pour votre attention et je vous repasse la parole donc à Madame Cara qui va… et donc, je coupe mon micro. Eh bien, merci beaucoup Anne pour votre présentation très claire et dans un timing complètement respecté. Comme évoqué en introduction de ce webinaire, on va passer maintenant aux questions qui ont été posées via le chat. Alors, il y en a une toute première que je vais poser directement. En fait, l'entreprise indique qu'elle n'a pas sollicité de PGE au début de la crise comme c'était possible parce que ses fonds propres, elle estimait que ce n'était pas nécessaire pour elle de le faire. À présent, les fonds propres, bien évidemment, ont un petit peu sont réduits. Ils demeurent quand même encore présents, mais l'entreprise craint que ça soit un petit peu compliqué pour elle dans la période de relance. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à cette entreprise? Je remets mon micro. Alors en fait, c'est vrai que c'était la grande difficulté, c'était savoir quand demander ce PGE, puisque le PGE avait comme objectif au départ de renforcer la trésorerie. Donc c'était vraiment pour faire face à la trésorerie. Donc c'était un prêt, qui était là pour anticiper des difficultés de trésorerie. Donc les entreprises qui avaient des fonds propres importants n'avaient pas forcément besoin, dans un premier temps, de ce PGE.
Là, avec la sortie des résultats, notamment de l'année 2020, et cette fois-ci, le plein effet de cette réduction d'activité, forcément, on peut avoir eu un impact sur les fonds propres et des besoins de trésorerie qui sont nés donc suite à cet impact. Et puis notamment, ce besoin peut-être de trésorerie aussi nécessaire pour pouvoir relancer l'activité. Donc derrière, en tout cas, le plan PGE est toujours ouvert puisque c'est jusqu'au 30 juin qu'on peut en négocier avec la banque. Alors, la banque pourra peut-être être un peu plus frileuse, on va dire, si elle voit justement un impact sur les fonds propres et une baisse d'activité. Quoi qu'il en soit, cette entreprise pourra peut-être s'adresser justement sur les nouveaux dispositifs, puisque les nouveaux dispositifs que je vous ai présentés concernent les entreprises qui n'ont pas obtenu de PGE suffisant, hein, le terme est bien là, pour pouvoir relancer leur activité avec de réelles chances de rétablir la situation. Donc, elles seraient éligibles, en tout cas, au nouveau dispositif, mais par contre, rien ne les empêche quand même, au préalable, de susciter déjà un premier PGE, puisque la campagne est toujours ouverte. Si par contre, avec la banque, c'est compliqué d'en mettre un en place, ne pas hésiter à s'inscrire dans un des autres dispositifs que je vous ai présentés, qui, eux, sont vraiment là aussi pour accompagner à la relance, et donc en ayant bien entendu pris le soin de faire un prévisionnel sur l'emploi de ces fonds et un prévisionnel de trésorerie pour pouvoir s'inscrire dans cette relance. Merci Anne. Une seconde question liée au calcul de l'amortissement, notamment ce report d'amortissement. Est-ce qu'il est automatique ou faut-il en faire la demande et si oui, à qui? Je remets le micro. Donc, alors cette fois-ci, c'est une décision de gestion. Déjà, la première chose, c'est que c'est une décision de gestion. C'est à un moment l'entreprise qui va examiner l'opportunité à un moment de ne pas pratiquer son amortissement comme d'habitude pour des motifs d'activité économique. Donc, ça prend tout son sens, notamment quand les entreprises ont été fermées, mais aussi quand on a une baisse des capacités de production ou une baisse en tout cas des temps d'utilisation des machines ou en tout cas des éléments économiques qui font que finalement on n'a pas utilisé son outil de production comme des conditions normales. Donc ça veut dire que derrière on va pratiquer ce qu'on appelle un différé d'amortissement, donc on va réviser son plan d'amortissement. Donc ça suppose qu'on ait des éléments quand même économiques pour le sous-entendre. Donc il faudra bien entendu faire une note dans l'annexe et il faudra, quand on pratique le fait de différer ces amortissements-là sur l'année, ça sera ne fera pas perdre sa déductibilité. Donc, c'est de droit, hein, puisqu'on a un texte qui l'a acté. Donc, si vous ne pratiquez pas, alors bien entendu, encore une fois, le but, ce n'est pas de maquiller le bilan. Hein, le but, c'est vraiment de le présenter de la façon la plus économique possible. Et donc, il faudra bien entendu avoir tous les éléments pour justifier ce différé d'amortissement et pourquoi on le pratique. Donc, en règle générale, ça sera des éléments économiques qu'on mettra dans l'annexe pour pouvoir expliquer au lecteur des comptes qu'on n'a pas pratiqué d'amortissement sur cette année-là. Donc, comme toutes les entreprises doivent, dans leurs annexes, expliquer justement cette situation Covid et l'impact que ça a eu sur ces comptes, ce sera le moment également d'expliciter dans votre annexe le pourquoi vous pratiquez le différé d'amortissement. Mais en tout cas, fiscalement, on ne pourra pas vous remettre en cause la déductibilité quand vous le déduirez de cet amortissement différé. Merci Anne. Alors nous allons prendre une dernière question qui est encore sur le fil du chat. En 2020, j'avais une SAS jusqu'au 31 décembre 2020. Au 4 janvier 2021, j'ai dû changer de statut, donc je suis passée en micro-entreprise. Est-ce que je peux bénéficier de l'aide de l'État pour le fonds de solidarité? Alors, vous avez le problème de la transformation, c'est qu'effectivement, si vous étiez en SASU, vous avez dû, je suppose, liquider la société, puisque en fait, et pour vous réinscrire en micro-entreprise, c'est ça? Si j'ai bien cerné la question.
Donc, ça veut dire que derrière, vous avez pu… Mise en sommeil. Ah, la SASU a été mise en sommeil. Donc, du coup, au niveau de la SASU, si elle est en mise en sommeil, elle n'a plus d'activité. Hein, donc, vous ne pourrez pas prétendre à un fonds de solidarité au titre de la SASU. Et après, en régime micro-entreprise, eh ben, ça dépendra des critères, en tout cas d'existence. Il y a plusieurs critères qui existent. Ça dépend de votre date d'activité. Là, il faudra regarder dans le slide les différents critères, notamment pour les nouvelles entreprises. Je dirais que tout dépend quand est-ce que vous avez démarré en micro-entreprise. Ça sera peut-être possible si vous avez eu une activité dans cette micro-entreprise auparavant. Par rapport à la date du 30 septembre, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, ça dépendra notamment pour janvier, février, mai. On regarde les 3 derniers mois. Donc, du coup, ça sera apprécié au cas par cas. La personne nous informe d'une date au 4 janvier 2021. Ouais. Donc, du coup, ce serait postérieur à la date, du 31 décembre. Ouais. Donc là, ça ne sera pas possible. Y a-t-il une autre question? Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, vous avez sur ce dernier slide les contacts d'Anne Ferme et le mien également. Nous vous invitons à nous contacter. N'hésitez pas à le faire. Je vous invite également à revisionner éventuellement cette présentation qui va être très prochainement sur notre site internet, sur la partie Web TV. Donc moi maintenant je remercie Anne pour le temps qu'elle a passé et la qualité de sa présentation. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci et au revoir.